Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir préciser en parole, parce par écrit, c'est pas facile pour des questions de temps et des questions d'avoir envie de lire ou pas. Donc c'est surtout, le but c'est de préciser des choses qui ont été écrites sur Facebook essentiellement, et de préciser parce qu'évidemment, chaque fois c'est sujet à... ça peut être sujet à mauvaise interprétation parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Et comme on le sait, le diable se cache dans les détails. D'où l'importance de pouvoir détailler, pour certains diront chipoter, philosopher, couper les cheveux en quatre, se compliquer la vie, se casser la tête. Oui, c'est peut-être comme ça. Et si on n'aime pas, ben, tout simplement, on n'écoute pas, c'est simple. Donc voilà, beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de le faire dans l'ordre. Je vais essayer de me structurer un petit peu parce que je remarque en réécoutant certaines vidéos par après que malheureusement je me disperse. C'est très difficile pour moi de rester sur un sujet et ne pas faire des connexions. Mais bon, on fait de son mieux, hein. Donc d'abord je voulais assez rapidement, parce que c'est pas très long, expliquer, préciser ma position sur la question du métissage. Euh, Certaines personnes pensent à tort que je suis un défenseur de métissage à outrance, que toutes les races doivent disparaître, que tout le monde doit se mélanger avec tout le monde, que tout le monde doit se marier avec tout le monde. C'est pas vraiment ça que je dis, parce que moi, en fait, en général, quand je parle d'un sujet, j'évoque pas spécialement mon opinion, mais plutôt les constats. Après, les constats, on peut ne pas aimer, on peut trouver ça en décalage avec ses opinions personnelles, mais les constats sont là. Alors, quel est mon constat sur ce sujet, qui me semble être un constat que tout le monde peut faire, hein. Faut pas être spécialement moi ou penser de X ou Y façon. Le constat que je fais, c'est que le monde de mes grands-parents, qui sont donc nés dans les années 20, n'a plus rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donc ils sont nés il y a plus ou moins un siècle, ils étaient nés il y a plus ou moins un siècle, et donc en 100 ans, le monde a changé à très très grande vitesse pour toute une série de raisons. Euh, les inventions technologiques, les habitudes, la façon de consommer, la façon de penser, la façon de vivre, la façon d'avoir des enfants, la façon de se marier, etc. On sort de centaines d'années d'un modèle plus ou moins fixe, qui était une femme cherche un homme un peu fortuné, un peu rassurant, avec qui elle se marie, et quoi qu'il arrive, elle reste mariée avec lui, même s'il la trompe. Elle lui faisait 4, 5, 6 enfants, etc., etc. Modèle qu'on trouve encore dans les pays en voie de développement, mais qui est devenu en voie de disparition dans les pays développés, entre guillemets, on se comprend, quand on parle de développés. Et donc moi le constat que je fais, c'est que bon, vouloir ou pas, euh, il y a les trains, il y a les bateaux, il y a les avions, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a les chats, il y a les mails. Mail, ça veut dire quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire un email. Email, ça existe depuis plus longtemps que Facebook, Twitter et compagnie. Un mail, ça signifie qu'un message que vous écrivez, dans lequel vous pouvez joindre des photos, que vous pouvez traduire avec un traducteur en ligne, dans lequel vous pouvez fournir toute une série d'informations sur vous, vos pensées, votre réalité, peut être envoyé à travers une mailing list à des milliers de gens, des centaines de gens, peu importe, aux quatre coins du monde au même moment. Et ils le reçoivent et ils le lisent, s'ils ont une notification, dans les secondes après que vous ayez poussé envoi. On ne réalise pas à quel point c'est une révolution.
C'est une révolution parce qu'en fait, avant, ça se passait par courrier, ça prenait du temps. On devait adresser un courrier à l'adresse de quelqu'un qu'on connaissait vraiment dans la vraie vie ou duquel on avait eu son adresse. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, Facebook, Twitter, mais je veux dire aujourd'hui dans l'époque actuelle, euh, on peut en fait communiquer et transmettre des idées, des opinions, des écrits, des photos avec des adresses mail collectées à gauche à droite qui ont été données par des tiers ou trouvées dans des forums, etc. Et donc en fait, automatiquement en fait, ça fait des ouvertures sur le monde. Et donc, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas ou n'acceptent pas, et devront l'accepter parce que c'est comme ça. L'histoire et le monde, c'est comme un espèce de bulldozer qui avance et qui broie tout sur son passage. On peut crier, on peut pleurer, on peut dire c'est pas bien, mais en attendant ça se passe. C'est que des gens qui, il y a, je sais pas combien moi, 20, 30 ans, ne parlons pas de 100 ans, des gens qui n'étaient pas amenés à pouvoir se rencontrer, se rencontrent. C'est-à-dire qu'avant, le schéma d'avant, c'était, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, audio je pense, c'était mon microcosmos, c'est ma vie. C'est-à-dire mon père, ma famille, mes voisins, le village d'à côté, et le village des villages d'à côté, c'était des étrangers. C'était comme ça. Aujourd'hui, vous allez, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a 20 ans, vous allez en Kabylie, par exemple, quand on parle de Kabyles d'un autre village, on parle d'étrangers, c'est-à-dire de gens un peu, on ne connaît pas les familles, c'est qui, c'est quoi, méfiance. Donc le microcosmos est très réduit. Il se réduit à une surface très petite. En général, les mariages se font avec des cousins, des cousines, des cousins d'un oncle, un voisin que mon père connaît de la famille. C'était un petit peu ça. Aujourd'hui, évidemment, ce modèle-là est en voie de disparition et explose. Pourquoi? Parce que, évidemment, racialement, le débat est complètement dépassé. Parce que maintenant, en fait, on n'en est plus à parler des races, on en est à parler des appartenances culturelles. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, je sais pas moi, deux Marocaines, originaires d'un même village, si l'un a vécu toute sa jeunesse et ses études à Lille et l'autre au village, ils ont beau avoir le même sang, la même race, être très proches au niveau familial, ils sont des étrangers l'un pour l'autre, et bien souvent, ils auront des difficultés à se comprendre, à s'entendre, à rire des mêmes choses, à aimer les mêmes choses, etc., etc. Pourtant, c'est la même race, c'est les mêmes origines, c'est les mêmes liens familiaux, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le débat racial est un débat complètement obsolète, dépassé, pour la bonne et simple raison que les gens, quand on parle de mariage et donc de reproduction, fatalement, cherchent un partenaire, un compagnon, un mari, une épouse, avec lesquels il a des affinités culturelles. C'est comme ça. On n'est plus du tout, ou bien c'est des gens ultra soumis à leurs parents et qui, bon, malheureusement, font un mariage pour faire plaisir, et au bout de 4-5 ans, c'est le fiasco. Vous en connaissez tous, j'en connais, vous aussi, j'en suis sûr. En général, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de 4-5 ans, on n'a plus trop envie de faire des efforts. On est usé par les différences, usé par les malentendus, et on divorce, homme ou femme, parce qu'on est en demande de trouver quelqu'un qui nous ressemble, qui nous comprend, avec qui on peut partager des choses profondes. Le malheur de beaucoup de couples, notamment des couples de l'ancienne époque, c'était en fait que ce qui était partagé, c'était le plat à table, l'acte sexuel plus ou moins, comment on va dire, plus ou moins sympathique et avec des plaisirs partagés, souvent plus moins que plus, et tout simplement une famille à gérer en commun. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les gens ne sont plus analphabètes, alhamdoulilah, j'estime que c'est un bien, et les gens donc sont en recherche de plus de profondeur, de relations plus profondes, plus intenses, plus complices. Et donc,
cette histoire de dire on ne se mélange qu'entre nous, elle a ses limites. Et quand on fait semblant de rien et quand on fait semblant que c'est pas vrai, on se retrouve bien souvent à terme avec un divorce, des tromperies, des mensonges, etc. Alors, est-ce que j'ai dit que le mariage métissé est parfait, est merveilleux, et sans bosse, sans problème? Bien sûr que non. Les êtres humains ont des difficultés à s'entendre et à se comprendre entre eux, entre hommes, entre femmes et encore plus entre hommes et femmes. Et donc, évidemment, c'est toujours une entreprise délicate que le mariage, la vie à deux, l'éducation des enfants, etc. Je suis bien placé pour le dire, pour ceux qui me connaissent, ayant une vie privée mouvementée, pour ne pas dire plus. Mais, compliqué pour compliqué, les gens de toute façon aussi changent de goût, parce que c'est ça que je veux rajouter, que je n'ai peut-être pas assez expliqué par le passé. Il y a aussi le fait qu'on a ce qu'on appelle des modèles d'attirance qui ont changé. Dans le sens qu'avant, tout le monde était pris cérébralement par ce qu'on appelle des images d'Épinal. C'est-à-dire, le noir, c'est un sportif qui danse, qui aime les femmes, etc. L'arabe, c'est le voleur machiavélique, sournois, machiste, etc. Le blanc, c'est un pigeon qui philosophe, qui est un petit peu introverti, complexé, très intello, etc. Avant, on était dans des modèles très stéréotypés, préétablis, et donc évidemment, tout était en place pour qu'on se méfie, pour que on ne soit pas, comment je vais dire, attiré parce qu'on n'est pas censé être attiré. Aujourd'hui, évidemment, comme je l'ai dit, il y a la télé, il y a les voyages, etc. Et donc, on se rend compte que il y a des gens d'origine noire africaine, très intellectuels, très posés, pas spécialement attirés par le sport. On se rend compte qu'il y a des blancs qui sont musulmans ou qui sont je sais pas moi, des tatoués, marginaux, etc. On se rend compte qu'il y a des arabes qui sont des chirurgiens, des docteurs, très, comment je vais dire, nia, très naïfs, etc. Donc on se rend compte en fait que les schémas qu'on nous a mis dans la tête par nos parents, par la société, par les films dans lesquels il y a les bons, les méchants, et où on catalogue les gens, on se rend compte un petit peu que c'est plus compliqué que ça. Et donc évidemment, on ne juge de moins en moins sur la base de stéréotypes, parce qu'on comprend qu'il y a de tout partout, et que finalement, la voie de la sagesse, c'est jugée au cas par cas. Et également, on dédiabolise certaines caractéristiques qui nous répugnaient avant parce qu'elles sont banalisées. Je veux dire aujourd'hui, avant, on pouvait dire un noir, je connais pas, ils sont comment, ils mangent quoi, ils sont bizarres, on m'a dit que, etc. Aujourd'hui, comme on les fréquente, comme on les voit dans des clips, comme on les voit à la télé, comme on les voit parler, comme on interagit avec eux, eh bien, l'image, par exemple, d'un noir, elle est banalisée. Et comme elle est banalisée, on en fait moins une psychose, comme ça pouvait être le cas avant. Je dis noir comme je pourrais dire autre chose, on se comprend. Et donc, de nouveau, je pense que c'est un grand bien. C'est un grand bien de en fait, voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans des réflexes stéréotypés. J'ai un ami proche qui me disait, qui est loin d'être un imbécile, qui me disait récemment, tu sais, c'est terrible, il n'y a rien à faire. J'ai été arnaqué une fois par un gitan, et il n'y a rien à faire. Dès que j'entends le mot gitan, j'ai une réaction négative. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que voilà, on fonctionne, on aime bien en fait des mécanismes, des réflexes qui nous permettent en fait de ne pas devoir réfléchir, de ne pas devoir analyser. Et c'est là que vous lisez sur Facebook encore aujourd'hui très fréquemment les rebeux ceci, les noirs cela, les Américains, les Juifs, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile évidemment de faire des raisonnements très simplificateurs. Bon, l'actualité récente, c'est les flics ceci, les flics cela, à cause de l'affaire de la matraque, parce qu'on ne veut pas évidemment se fatiguer
à dire, oui, moi je connais des noirs comme ça, oui, moi je connais des policiers comme ci, oui, moi je connais des blancs comme ça. Parce que là, ça demande évidemment une certaine retenue et une certaine analyse qui est un peu fatigante et qui prend du temps. J'en ai déjà parlé aussi. Et donc, pour toutes ces raisons que je viens de parler, vous mélangez un peu le tout, vous comprenez pourquoi l'avènement majoritaire d'une race métissée, donc quand je dis métissée, ça ne veut pas dire noir et blanc, parce que les gens disent métisse, ça veut dire que noir et blanc. Métissé veut dire, je ne sais pas, blanc et japonais, philippin et saoudien, etc., etc. Les races métissées, la race métissée au sens large est vouée à être la race, ou l'ethnie, si vous préférez, dominante. C'est comme ça. Alors on peut avoir des réflexes identitaires. On ne veut pas que la race blanche disparaisse, on ne veut pas que les noirs disparaissent. On peut vouloir beaucoup de choses dans la vie, vous savez. Moi aussi, je voudrais que des choses soient différentes. J'aurais voulu que mon premier mariage soit un succès, que je ne connaisse pas le divorce, que ceci, que cela. Mais à un moment donné, on est mis devant des faits accomplis. Et soit on les gère, soit on les accepte, ou soit en fait, on tombe dans les dépressions, dans les regrets, dans la tristesse, parfois dans la folie, dans les drogues. C'est ça en fait, hein, je veux dire, quand vous interrogez beaucoup de gens qui tournent mal, comme on dit, c'est des gens qui n'ont pas accepté ce qui leur est arrivé dans la vie. Des abus sexuels dans l'enfance, un grand amour qui a mal tourné. Beaucoup de gens perdent tout et se perdent eux-mêmes dans l'aventure parce qu'ils n'acceptent pas ce qui leur arrive. Et au niveau du monde, c'est la même chose. Récemment, j'avais une conversation avec un jeune qui idéalisait fortement le groupe État islamique. Et je lui ai dit, mais si demain tu découvres que ce groupe est anéanti, que ses dirigeants étaient des usurpateurs, des manipulateurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber de haut. Et tu risques de vouloir tout lâcher parce que tu vas te dire, j'ai tellement craché sur les autres groupes et j'ai tellement juré que par celui-là, que si ce groupe-là me déçoit, qu'il reste quoi? Puisque j'ai dit les soufis ceci, les Ikhwan cela, ceux qui sont ouverts à la discussion avec les démocrates ceci, cela, il va te rester quoi? Il ne te restera plus rien. Et face à ce rien, tu risques de tout rejeter et de te retrouver dans un idéalisme brisé. Et c'est dangereux, donc, c'est dangereux tout ça. Bon, j'en profitais pour embrayer sur le prochain sujet, parce que métissage, je pense que je ne vais pas répéter. Je pense qu'on a plus ou moins bien compris ce que je viens d'expliquer, et je ne pense pas non plus qu'on peut le contester. Maintenant, juste pour conclure, il y aura toujours des groupes de résistants. C'est-à-dire des gens qui disent « Ah non, 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 moi envers et contre tout, je veux que ma fille qui est rousse se marie avec un roux. Nous devons avoir l'air d'être des Écossais, et l'Écosse, on a l'air d'eux. » Bon, il y aura toujours des irréductibles, des gens en fait qui vont ne pas vouloir se mélanger, comme les Japonais un petit peu, hein, et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire une race dégénérée qui est en phase de dégénérescence, parce que voilà, il y a ce refus, il y a un peu ce côté peuple élu qu'on peut trouver chez certains juifs ou chez les Japonais, qui consiste à dire en fait, en dehors de nous, il n'y a que des gens bizarres, qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'au Japon, ils sont fanatiques ils ont été fanatiques de Michael Jackson, d'Alain Delon. Donc, je comprends pas bien en fait pourquoi certaines personnalités connues, ils vouent un véritable culte, mais ils se marient pas avec. Donc c'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, donc ces pays-là ou ces ethnies-là qui font ce choix seront, à mon avis, tout simplement vont entrer tous dans des phases de dégénérescence parce qu'il n'y a pas de sang neuf, l'ADN ne se complexifie pas, n'intègre pas de nouveaux paramètres, tout le monde le sait, les créatures qui survivent au changement climatique, ce sont des créatures qui s'adaptent, c'est-à-dire qui s'adaptent au niveau... Enfin, je prends un exemple rapide, je m'excuse de m'étaler, bon, comme d'habitude, quand les Blancs étaient au Congo, donc en Afrique noire, qui était un pays proche de l'équateur, donc à midi, le soleil est terriblement fort. Il y avait beaucoup de cas de gens qui ont eu ce qu'on appelle le coup de bambou, c'est-à-dire des Belges blancs qui devenaient fous, qui ont perdu la tête, la raison.
Et c'est pour ça que vous voyez sur les images anciennes que la plupart des Blancs avaient des gros casques comme ça, blancs. On appelle ça les casques des colons, pour se protéger du soleil. Et je crois qu'ils avaient l'autorisation, ou l'obligation, même tous les 3 ans, de revenir quelques mois en Belgique pour ne pas rester trop longtemps dans ce climat. Donc je veux dire, à un moment donné, quand on est une race trop fermée, non mélangée, on est adapté à certaines circonstances. Et on n'est pas flexible, on s'adapte pas. Et donc, voilà. Le malentendu qu'il y a, parce que je vois que c'est écrit, dont j'en profite pour en parler, c'est qu'on pense que cette vision des choses n'appartient qu'aux mondialistes de type Attali, les grandes oligarchies juives, etc., etc. C'est pas du tout ça, parce que eux je crois pas que leurs enfants d'ailleurs sont mariés à des Noirs ou à des Arabes. Eux se marient très bien entre eux, rassurez-vous. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est un objectif tout à fait différent. Ce que veulent ces gens-là, c'est importer une main-d'œuvre désespérée du Sud vers le Nord, afin qu'on puisse avoir un Bangladesh ou un Laos bis en Europe. Ça permettra de faciliter les choses, d'avoir une main-d'œuvre analphabète, désespérée, réfugiée, pauvre, qui accepte des horaires flexibles, des horaires de nuit, travailler le dimanche, et pas de 13e mois, pas de ceci, pas de cela, payer des grosses taxes et compagnie. Ça, on peut le faire qu'avec des gens malléables. Malléables, pourquoi? Parce que désespérés, Alhamdoulilah, je suis en Europe, je viens de la guerre, je viens de la dictature. C'est pour ça que quelque part, je l'ai déjà dit, ça a beaucoup servi, ce principe de dire... d'avoir des dictateurs injustes et tout, parce que ça amène un flux régulier et sélectionné, puisque je vous rappelle que dans le monde mondialisé dans lequel on vit, on sélectionne ces réfugiés, on sélectionne ces immigrés. On garde ceux qu'on pense, soit parce qu'ils sont surdiplômés, qui peuvent apporter un plus au niveau des métiers en pénurie qu'on ne trouve pas, ou des gens sous-qualifiés qu'on va pouvoir caser dans des métiers que les locaux ne veulent plus faire, ou dans des conditions qui sont inacceptables. Tout le monde sait que par exemple dans le secteur de l'Horeca, donc des hôtels, des restaurants, des bars, tout le monde sait que ce commerce serait invivable sans des plongeurs qui travaillent au noir, des nettoyeurs, des machins, des serveurs qui ne sont pas déclarés. Ce ne serait pas viable. Et donc voilà, c'est un système, eux, qui ne visent pas à ce que les ethnies s'entreconnaissent, se mélangent et s'enrichissent. Leur but, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et de l'homme du Nord vis-à-vis de l'homme du Sud. Et si demain, les Norvégiens, les Suédois sont des réfugiés désespérés, très bien, ils seront blancs en plus, génial. Donc c'est tout à fait un autre débat, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais évidemment, comme d'habitude, on aime bien simplifier et réduire les choses à des stéréotypes qu'on a en tête, se mélanger, égal mondialiste, égal Jacques Attali. C'est plus compliqué que ça. Deuxième débat, explication, c'est l'histoire ce qu'on appelle les Khawarij, les Kharijites, les Roulat Takfir, etc. Donc en fait, je pense que c'est ultra nécessaire de clarifier les choses sur ce sujet-là. Nous avons tendance, excusez-moi, je vais boire un peu parce que sinon je n'arriverai pas au bout, tendance à m'assécher le... Voilà. On a tendance, nous, à accepter les titres que les gens portent. Ça veut dire, on a l'impression que quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle des musulmans, il parle d'une race ou de gens autoproclamés musulmans. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, vous avez beaucoup de gens qui disent « Je suis musulman, mais les anges, c'est une légende. Je suis musulman, mais le Coran est incomplet. Je suis musulman, mais le Coran, c'est l'écriture d'un homme, c'est pas la parole de Dieu. Je suis musulman, mais la prière, c'est pas très important, tu ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur, etc., 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 etc. » Et alors, évidemment, quand on parle gentiment, poliment,
de ce qu'on appelle les actes ou les paroles qui annulent l'islam chez quelqu'un, on hurle au takfir et on est montré du doigt comme un monstre intolérant qui juge les autres. Voilà, le problème, il est toujours le même. Il est toujours le même, c'est que nous voulons simplifier les choses en disant arabe égale musulman et personne qui fait la shahada égale musulman. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un scoop, hein. Je pense que il suffit de, je veux dire, voir un petit peu ce qui se passe autour de nous pour le comprendre, écouter des hommes de science en parler. Oui, il y a des actes, il y a des paroles qui font sortir de l'islam. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand le prophète sallam nous parle des Khawarij, il ne nous dit pas que ce ne sont pas des musulmans. Au contraire, il nous dit ce sont des gens qui connaissent bien le Coran, qui sont très assidus, qui font des prières de nuit, qui sont très respectueux des interdits, etc. Il ne nous dit pas que les Khawarij sont des mécréants ou qu'ils ont annulé leur islam. Mais il dit par contre que ce sont des chiens de l'enfer et qu'il faut les tuer. Le hadith existe, il est clair, il les a décrits, ce sont des jeunes gens dont le Coran ne dépasse pas la gorge, qui sont très pratiquants, très durs, enfin tout ça est très bien expliqué. Donc de nouveau, il faut qu'on se comprenne bien. Quand on parle de ces gens-là, on ne parle pas de gens qui sont sortis de l'islam, ça reste des musulmans, mais ce sont des gens dont on nous a appelé à d'une façon ou d'une autre les arrêter, si le mot tuer est choquant, bon, les arrêter, parce qu'on ne peut pas tuer tout le monde, et si on tue des gens, en tout cas dans un pays qui n'est pas en guerre comme ici en Europe, on va en prison pour meurtre. Donc on va préférer le mot stopper. Stopper, pourquoi? Parce que ce sont des musulmans qui commettent des injustices envers des civils, envers d'autres musulmans, et qui entachent l'islam. Pas parce qu'ils ne sont plus musulmans, parce qu'ils sont tombés dans l'exagération et les injustices. De nouveau, c'est vraiment important, parce que moi, quand je parle des Khawarij, je réalise que leurs excès doivent être dénoncés et stoppés, mais je réalise aussi que c'est des gens qui peuvent penser bien faire, qui se disent et qui sont sincèrement musulmans, mais malheureusement, c'est pas parce que quelqu'un se dit être quelque chose que tous les autres doivent l'accepter. Moi ici, je peux vous dire je suis musulman, je suis musulman, je suis musulman, mais si à un moment donné vous voyez que je commets des actes qui posent problème aux musulmans et à la communauté musulmane, il va bien falloir me stopper. Si vous voulez une comparaison, ou si vous voulez un exemple, quand on voit dans la rue quelqu'un qui est fou, un fou, qui a perdu la tête, et qui se balade avec une machette et qui tape dans les voitures, je sais pas, blesse des enfants, etc., qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est musulman, hein, moi je l'ai entendu faire la shahada, et il a dit qu'il est musulman. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse faire? On applaudit? On essaye de l'arrêter? Bon, on essaie de l'arrêter comment? Le gars, il a une machette. Et il frappe sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à un moment donné, ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il faut stopper des gens en se disant, il est fou, il n'a plus sa tête, il a perdu les pédales, il est devenu un chien enragé. Après, son islamité, c'est entre lui et son Seigneur. Oui, il s'est dit musulman, effectivement, mais moi je constate qu'il fait des dégâts. Et je suis obligé, en tant que musulman qui défend le bien et condamne le blâmable, d'intervenir. Je ne peux pas dire, ah ben, comme certains ont écrit hier, ah ben c'est le destin, hein, il y a un fou dans ma rue, il tape tout le monde avec une machette, mais c'est un musulman, moi je m'en mêle pas, hein, c'est le destin, qu'est-ce que vous voulez Allez, il y a ma fille qui doit passer, espérons qu'il la frappe pas. C'est pas une attitude très responsable, très logique et très défendable. Donc, pour arriver là où je veux en arriver, c'est qu'à un moment donné, il faut pas tout mélanger.
Euh, je connais les fatwas, de néo-salafis, on va l'appeler ça comme ça, qui appellent à dénoncer tout musulman, qui appellent au djihad, qui violente, etc., etc. Parce que ce sont des fauteurs de troubles, ce sont des gens qui appellent au soulèvement contre les gouverneurs, ce sont des semeurs de fitna, et donc ils ont l'obligation de les dénoncer aux autorités, etc., etc. Ça, c'est une chose qu'on connaît tous bien et qui est tout à fait à part de ce que moi, dont je veux parler. Je tiens à préciser que ce discours, je ne le tiens pas seulement devant vous, c'est le discours que je tiens également devant les autorités ou la police quand je suis convoqué. Donc, il n'y a pas 36 000 discours, hein, c'est très clair. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a des luttes qui sont légitimes, qui sont codifiées et qui sont moralement compréhensibles et défendables. On le sait, l'islam et a fortiori le djihad, le qital, etc., sont des choses codifiées avec des permissions, des interdictions. Certaines choses normalement interdites sont permises, etc., etc. Mais c'est pas la foire ou la kermesse où chacun fait à sa sauce et on nomme le chef qu'on veut et on fait comme on veut et tout le monde doit obéir et tout le monde ne doit pas réfléchir et tout le monde, personne peut critiquer, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est normalement, il y a d'abord, il faut s'entendre entre gens de différentes, je ne sais pas comment on appelle ça, tendances ou origines, etc. Il faut s'entendre sur un chef, un émir commun. Et cet émir a la responsabilité d'être une espèce de guide et de donner des ordres clairs aux gens sur ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, comment, quand, etc. Et les gens ont l'obligation de lui obéir. Mais ils lui obéissent parce que, à la base, il a été désigné sur un consensus. Shura, enfin, etc. Ici, on se retrouve dans des situations très différentes. On se retrouve en fait, dans le cas de la Syrie, puisque c'est là-bas que ça se passe, avec chaque groupe qui s'enorgueillit de ses propres savants, de ses propres chefs, de ses propres stratégies. Tout le monde, enfin pas tous, mais tout le monde déclare l'autre égaré, apostat, etc. Ça finit par des tueries, des règlements de compte. Je ne vous raconte pas l'image grotesque que ça renvoie aux ennemis de l'islam. Et au final, en fait, c'est donc une espèce de partisianisme, particratie, comme dans la démocratie avec les partis politiques. Chaque parti met en avant comment je veux dire, sa vision des choses, se désigne un chef, comme on a ici, le chef des républicains, le chef des socialistes, le chef des centristes, le chef d'extrême droite, le chef d'extrême gauche, et tout ce beau monde se chamaille. En Europe, ça se passe pas dans la violence parce que ils ont mis tout ça sous le jeu démocratique. Mais dans les pays où tout le monde est armé, ça se termine par des règlements de compte, comme on a pu voir cette semaine. Si je me rappelle bien, le groupe Jund al-Aqsa qui a égorgé, oui, je dis bien égorgé, plus de 100 personnes appartenant à d'autres groupes jugés comme trop ouverts aux démocrates, trop ceci, trop sympathisants de la Turquie, ou trop cela, ou trop ceci. Bon. Et tout ça, c'est normal, et tout le monde a trouvé ça bien, parce que, on revient à l'exemple que j'ai cité avec le fou avec sa machette en rue, sous l'excuse que quelqu'un est musulman, il faut accepter tout et n'importe quoi. Alors la question, qui est plus délicate, j'en conviens, c'est comment est-ce qu'on arrête quelqu'un qui commet des injustices et qui se dit être musulman? Ben, soit par la parole, soit par la main, soit par le cœur, hein, on connaît les choses. Et puis la question se pose, et c'est là où il y a la divergence, je suppose, c'est et quand on ne peut stopper que cette personne que par la main d'un non-musulman, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où tout le monde se chamaille, et tout le monde hurle à la trahison, à la collaboration, à la balance, etc., etc. Ben, revenons à des cas pratiques. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Nice, et il y a ce fameux fou avec sa machette. Vous lui parlez. Arrête-toi, viens, je vais te parler, écoute, machin, etc., crains Allah, hein.
Et ce gars vous regarde et dit, si tu continues à me parler, c'est toi que je vais tuer avec ma machette. Etc., etc. Bon. Vous essayez de l'attraper, vous essayez de parler à d'autres frères pour le stopper. Les gens ont peur, les gens ne savent pas comment faire, les gens hésitent. Et puis, il y a une patrouille de police mécréante qui passe dans la rue, qui s'arrête et qui vous disent, ils voient pas le type, il est dans le coin d'à côté, ils vous disent qu'est-ce qui se passe. On nous a appelés pour nous dire que il se passe des choses, il y a des blessés, il y a des morts et des dégâts. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous croyez que c'est islamiquement valable le fait de dire parce que ces policiers sont non musulmans et parce que ce fou à la machette se dit musulman, je dois me taire au nom de la défense tribale de mon clan? À un moment donné, c'est ce que j'ai écrit, le combat contre l'injustice, contre le mal, doit passer avant l'esprit tribal, pour le bien de tous. Parce que certainement que ce fou avec sa machette, s'il avait toute sa raison, il serait reconnaissant si quelqu'un l'avait stoppé dans sa folie. Quand il va retrouver la raison, il va vous dire, ouais, j'avais pris des drogues, on m'avait bourré la tête, toute la nuit, je sais pas, j'avais fumé ceci ou cela. Heureusement que tu as trouvé un moyen de m'arrêter. Quand cette personne va retrouver ses esprits, il va vous remercier. Et si c'est dans l'au-delà, un musulman sincère va être reconnaissant qu'un autre musulman l'a empêché avec les moyens du bord de commettre un acte qu'il aurait regretté dans l'au-delà lors de son jugement. À un moment donné, c'est ce que j'essaye d'expliquer, nos appartenances confessionnelles doivent passer après le fait de combattre le mal et de promouvoir le bien. Parce que tout simplement, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Si un musulman est responsable d'un mal, c'est le même débat qu'on a sur tous les sujets. Hein, quand on parle d'un gouverneur, on dit oui, mais bon, il prie. Oui, mais d'accord, il prie. Mais s'il tue, s'il viole, s'il n'implique pas les lois d'Allah, s'il adopte des lois détestées par Allah, etc., 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 hein, on ne va pas faire la liste qu'on connaît tous. Vendre l'alcool au supermarché Marjan, autoriser les nudistes, interdire les plages aux voilés. Enfin, vous connaissez la chanson, je ne vais pas la chanter sans arrêt. À un moment donné, ok, le gars il se dit commandeur des croyants, mais il pose problème, il faut l'arrêter, il faut le dénoncer, il faut écrire contre lui, il faut que les gens sachent que c'est un usurpateur. C'est ça le problème. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Je sais que c'est pas fashion, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais vous savez que moi mon but c'est d'être en paix avec ma conscience. À un moment donné, je vois pas pourquoi on ne serait dur qu'avec les laxistes. C'est-à-dire, voilà, les gouverneurs, les machins, les musulmans désobéissants, on leur tombe dessus, certains font leur takfir, etc. Et puis parce que d'autres musulmans sont exagérateurs, et commettent d'autres genres d'injustices, là, on se tait, parce qu'on dit, ouais, mais bon, c'est quand même des musulmans. C'est pas normal. À un moment donné, c'est pas normal de dire, oui, mais bon, celui qui est trop laxiste, on se tait parce qu'il est... On se tait pas, parce que même s'il est musulman, ce qu'il fait ou ne fait pas est grave, mais celui qui exagère, là, on se tait parce que quand même, mashallah, quel courage, et il combat, et ceci, et cela... Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai compris les choses. Je vous rappelle l'anecdote très connue de ce grand combattant musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand le prophète l'a vu, il a dit voilà un habitant de l'enfer. Et tout le monde autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé des nues, mais comment c'est possible? Ce compagnon combat, a sacrifié énormément de choses pour la cause, etc. Et puis voilà, parce que nous ne connaissons pas les cœurs, nous ne connaissons pas les motivations, et nous ne connaissons pas le destin, et donc, parfois, des gens, j'en suis convaincu, hein, que quand on sera de l'autre côté, et qu'on verra qui ira vers le paradis et qui ira vers l'enfer, a'oudou billah, je pense qu'on aura des grandes surprises. Des gens qu'on pensait être... des lâches, des peureux, des vendus, des silencieux, peut-être avaient des raisons ou faisaient des choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, pour ceux qui ont eu de la famille, qui ont fait des guerres,
soit la guerre 40-45 contre les Allemands, ou je suppose la guerre d'Algérie pour chasser les Français, etc. Dans une guerre, c'est très confus les choses. Des gens qu'on pensait être des collabos, en fait étaient des agents doubles et travaillaient pour les deux. Des gens qu'on pensait être des héros étaient en fait des pourris. Et des gens qui avaient l'air d'être des pourris. Enfin, je prends un exemple, comme ça qui me vient à l'esprit, que j'ai déjà lu. À la Libération, quand les Allemands étaient battus, la plupart des femmes françaises qui s'étaient prostituées on leur a rasé la tête, on leur a dessiné des croix gammées sur le crâne, on leur crachait dessus, etc. Alors que parmi ces femmes, il y avait des espionnes, des femmes qui avaient l'air d'être vendues, qui avaient l'air d'être, comment je vais dire, de s'être données par intérêt aux Allemands, alors qu'en fait, elles travaillaient à la collecte de renseignements. Donc ce que je veux dire, il faut faire très attention dans toutes ces histoires, de ne pas idéaliser certaines personnes, de ne pas diaboliser d'autres, sans connaître tous les paramètres et les tenants et aboutissants. Pour revenir au sujet, moi, ma position, qui n'a pas toujours été celle-là, j'ai évolué, j'ai réfléchi. Comme vous le savez, dans mon affaire judiciaire, pour me défendre, je lisais les dossiers, 20 000 pages, hein, donc il y avait beaucoup de choses à lire. Et j'ai découvert que dans la vie, tout n'est pas blanc et noir, et les gens qu'on pense être ceci ne le sont pas, et ceux qu'on pense être ça sont autre chose. Et donc on apprend, quand on passe par tous ces événements, on apprend à relativiser et à prendre un peu de recul quand on juge les gens. Parce que, bien sûr, je sais qu'on ne connaît pas les cœurs et que nous ne jugeons que sur les apparences, c'est normal. Mais parfois les apparences sont trompeuses. Par contre, justement, quand dans les apparences, on voit que quelqu'un peut faire des dégâts et des injustices, on doit trouver une façon ou une autre de l'arrêter. On ne peut pas, moi je le dis clairement, hein, ça me vaudra peut-être des mises en garde, des critiques, c'est jamais ça qui m'a arrêté. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, si j'entends, je le dis, hein, comme ça il ne faut pas venir chez moi m'en parler, si j'entends, ou si ça arrive à mes oreilles, ou si ça passe sous mes yeux, le fait qu'un frère ou une sœur, aussi pieux soit-elle, envisage par désespoir, par vengeance, par émotion, par rancune, de commettre une injustice dans laquelle des innocents, musulmans ou non, seront déchiquetés, paralysés, défigurés, etc. Je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Parce que j'estime que un musulman qui est amené à connaître à l'avance une injustice qui doit se faire, doit trouver un moyen de l'empêcher. Et après, si elle doit arriver, elle arrivera, parce qu'il y a le destin. Mais en tout cas, il faut faire les sabab pour empêcher que cette injustice se passe. À titre d'exemple, si vous voulez quelque chose de moins flashy que le terrorisme, si, je ne sais pas, mon épouse me rapporte que sa meilleure amie, qui est musulmane, qui a le djilbab, qui prie, tout ce que vous voulez, a acheté de l'acide parce qu'elle veut défigurer la coépouse de son mari ou la femme avec qui il la trompe, je sais pas quoi. Si je ne fais rien, je juge qu'il y a un problème. Je juge qu'on doit essayer, dans la mesure du possible, d'empêcher des injustices de se faire. Après, si on ne comprend pas ça, bon, ben alors c'est une question de position, hein, d'opinion. Moi, en tout cas, c'est la mienne. Et je ne mélange pas tout. J'en ai parlé aussi aux autorités. Je suis un musulman. J'aimerais vivre dans un État islamique. J'aimerais vivre sous les lois d'Allah. Surtout si elles sont là pour une justice sociale. Pas pour couper des mains et des têtes pour un oui ou pour un non. Et j'estime qu'il faut lutter contre des oppresseurs, génocidaires, comme Bachar el-Assad, etc. Mais même si nous les musulmans sommes victimes d'injustice, à travers des bombardements, des erreurs, etc., et que nous avons des innocents qui sont tués, nous croyons à un jour du jugement, nous avons peur du jour du jugement, et nous n'avons pas à commettre des injustices sous le prétexte que nous en subissons. Je crois qu'il n'y a aucun savant au monde qui avalise le fait de commencer à, par exemple,
violer des femmes parce que nos femmes ont été violées. Non, il y a des choses qu'on peut subir que nous ne pouvons pas faire subir. C'est comme ça. Et si on n'aime pas ça, on fait autre chose. On devient anarchiste, on devient Che Guevara. L'islam, il y a des règles. L'islam, il y a des interdits. L'islam, il y a des contraintes. L'islam implique la patience. L'islam implique d'accepter la patience et l'endurance et pas toujours la revanche aveugle et émotive. Si on n'aime pas ça, ben on fait autre chose. Et puis on répondra de ses actes. Voilà ma position. Je ne peux pas l'expliquer mieux. Je sais que ça peut être choquant. On peut se dire... moi, j'appartiens pas à une tribu. Je n'appartiens pas à un clan. Et pour moi, chaque individu est jugé individuellement. Et je fais référence au prophète sallam qui a dit, si ma fille, Fatima, aurait volé, je lui aurais coupé la main. Ce message signifie beaucoup de choses. Il signifie en fait que la justice l'emporte sur nos liens de cœur, nos liens de fraternité. Non. Un autre exemple, quand un musulman a fait la course en Égypte avec un chrétien, je ne sais pas si c'était une course de chameaux, de chevaux, je ne sais plus, et que le musulman avait triché, l'avait frappé avec un bâton pour gagner, etc. Quand le chrétien est venu se plaindre de cette situation chez le gouverneur de l'époque, il lui a dit, frappe ce musulman qui t'a fait subir ça, tu avais raison, tu as été victime d'une injustice. La justice est au-dessus de toute chose. Un musulman, en aucun cas, peut avaliser de l'injustice sous prétexte de X, Y, Z. Et comme je l'ai déjà dit, de nouveau, c'est un peu hard, mais quand même, si on doit tout perdre, se faire tous tuer jusqu'au dernier, parce que les gens d'en face ne respectent rien, eh bien, c'est pas un problème. Nous, on croit à l'au-delà, et on pourra se trouver devant le Créateur des cieux et de l'univers, le cœur tranquille en disant, je n'ai pas participé à l'injustice. Nous avons perdu parce qu'il était écrit que nous devions perdre, mais au moins, nous ne sommes pas tombés aussi bas que nos ennemis. Parce que vous savez, dans la barbarie, il n'y a pas de limite. Hein. Quand vous voyez tout ce qui se passe, les tortures, enfin j'ai vu des trucs comme vous, hein, abominables, enterrer des types jusqu'à la tête, et puis l'enterrer vivant. Je crois pendant la guerre du Vietnam, je ne sais plus très bien qui faisait quoi, mais il y avait introduction de rats dans la matrice d'une femme pour qu'il la dévore de l'intérieur. Il y avait plein de choses. L'humain, quand il veut être barbare, quand il veut que la fin justifie les moyens, il est capable de tout. Alors demain, on fait quoi au nom de la terreur? Bon, on a déjà eu un apéritif, quoi. Hein, le pilote brûlé vif dans la cage, les gens noyés, les bonnes femmes avec de la dynamite autour qui explosent. C'est quoi la suite? Je sais pas, moi. On arrache les yeux, on joue au bowling avec, je sais pas, moi. Bon. Alors c'est à chacun de voir, à un moment donné, si la communication à la volonté de terroriser l'ennemi implique d'accepter de faire tout et n'importe quoi et d'avoir du sang innocent sur les mains. C'est à chacun de voir. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas. Après, combattre des oppresseurs, combattre des pharaons modernes, etc., c'est un autre débat. C'est pas du tout un scoop que je suis pour quand les règles de l'islam sont respectées, tout simplement. Dernier sujet, je ne sais pas où on en est dans le timing, mais bon, je vais essayer de faire vite. Dernier sujet, j'ai écrit, c'est un peu radical, mais c'est quand même une conviction que j'ai, on rentre dans un sujet beaucoup plus léger. J'ai écrit que, après avoir passé pas mal d'années, d'avoir observé, vécu des choses, etc., j'estime que d'abord, dans un premier temps, ce grand amour que nous recherchons tous, et on se contente pas, malheureusement ou heureusement, de l'amour du Créateur. On essaie de le trouver dans des créatures. Alors on cherche, on fait des rencontres, on idéalise telle et telle personne, telle ou telle femme, tel ou tel homme. Et puis, quand on est confronté à la réalité, aux faiblesses, aux manquements, aux mensonges, on est déçu. Et puis, quand on est déçu, ben, on tombe de haut
Et après une déception, ben, arrivent les ressentiments, les frustrations, etc. Et les divorces, comme ils sont aujourd'hui fréquents. Alors moi, comme vous le savez, hein, ce sujet, je le retourne dans tous les sens, je cherche à comprendre, j'écoute, etc. Je constate que c'est vraiment en nous, cette volonté, même chez les gens qui écrivent dans leur mur Facebook, vive la solitude, on est mieux seul que mal accompagné et compagnie. Il y a toujours ce désir, cet espoir profond qu'on va trouver la bonne personne, qui nous comprend, qui va nous guider, qui va nous aider, qui va nous comprendre, qui va nous pardonner nos manquements, qui sera un ami, qui sera un amant, qui sera ceci, qui sera un bon éducateur, qui sera patient, etc. Et inversement, je ne vais pas faire l'équivalent pour la femme. Et alors, évidemment, on espère, on espère, on espère. Bon. Moi, ma conviction d'abord, c'est que ce grand amour attendu et idéalisé, on doit faire le deuil, avoir le courage de faire le deuil, de vouloir le trouver dans une créature. Si Allah Azzawajal, dans sa grande miséricorde, nous permet de trouver quelqu'un avec qui on peut dialoguer, avec qui, enfin je veux dire, avec qui on peut avoir une espèce de pardon réciproque par rapport à nos manquements, aux choses qu'on fait mal, etc. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Et le problème, c'est que s'attendre à beaucoup plus, c'est être voué, être déçu. Par contre, c'est ça qui a un peu dérangé certaines personnes, on peut avoir cette histoire d'amour total, plein de compromis, plein de sacrifices, plein d'acceptation, quand on arrive dans une relation avec le cœur vierge. C'est-à-dire quand on n'a pas encore eu les blessures, on n'a pas encore eu les mensonges, on n'a pas encore eu les déceptions, et que donc on arrive en ayant la volonté de tout donner, de tout accepter, de tout pardonner. Ce que j'ai voulu dire, c'est que malheureusement, je le déplore parce que moi-même je suis dans le cas, je n'ai pas 20 ans, j'ai déjà vécu plein de situations donc je ne suis pas un cœur vierge. Malheureusement, la vie est ainsi faite que quand on a quand on a vécu certaines choses, certaines situations, et qu'on les revit en partie avec une nouvelle personne, on a tous ce passif qui remonte. C'est comme ça. Je crois que j'ai déjà donné l'exemple dans un audio, je ne sais plus trop lequel. Quand on a été une femme battue par un homme qui vous a giflé, frappé, donné des coups de pied, que sais-je, il suffit que votre nouveau compagnon lève la main pour que tout votre vécu de femme battue remonte. Vous n'êtes pas vierge. Non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Alors je sais, alors on me dit, oui, tu casses le moral, tu veux qu'on déprime. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que n'attendons pas l'intensité d'un amour vierge et la force d'un amour vierge dans un amour qui est plus bricolé. Je veux dire, deux estropiés peuvent s'entraider à marcher, à se soutenir. Mais ils ne pourront jamais courir comme deux personnes qui ont leurs deux membres et tout va bien, etc. Dans la vie, quand on a un, deux, trois divorces ou des mésaventures ou des problèmes, etc., on n'en sort pas indemne, on a des séquelles. On a des séquelles. Les gens qui ont touché à la drogue ont des séquelles. Les gens qui ont été battus ont des séquelles. Les gens qui ont touché à l'alcool ont des séquelles. Les gens qui ont été trompés ont des séquelles. Les gens à qui on a menti ont des séquelles, etc., etc. On a des séquelles. Et il faut accepter ces séquelles. Et il faut vivre avec. Et il ne faut pas s'attendre à être dans une situation immaculée. C'est pas possible. Donc il faut un peu baisser. Non, Déprimeland, non. Non, 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 non. Je pense que le Coran nous parle de, par exemple,
des 4 femmes parfaites dont fait partie Khadija, qui était une femme qui était veuve, qui avait du vécu, qui avait des enfants, etc. Mais c'était une femme parfaite. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais je parle en tant qu'homme. Je ne peux pas parler pour les femmes, mais je pense que ce n'est pas très différent. Je ne connais pas de femme qui a un vécu et des divorces et des enfants, qui arrive dans un mariage, le cœur léger, sans blessure, sans tabou, sans crainte, sans projection négative. C'est inévitable. C'est inévitable parce que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains et donc fatalement, on transporte notre vécu. Et fatalement, quand on va voir certaines choses chez la nouvelle personne qui nous rappellent l'ancienne, on va réagir exagérément parce qu'on est déjà tatoué par l'ancienne, marqué par l'ancienne, marqué au fer rouge. Alors ça ne veut pas dire qu'on est grillé, qu'on n'a plus rien à apporter, que tout le monde doit aller chercher un petit jeune ou une petite jeune. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'il faut mesurer ses attentes. Et on ne peut pas attendre les mêmes choses d'un mariage entre gens blessés comme entre gens naïfs, niais, idéalistes. Tu es tout pour moi, je me suis éduqué à travers toi, j'ai découvert la vie à travers toi, j'ai découvert la sexualité à travers toi. Non, j'ai connu 1, 2, 3, 4 hommes avant toi, de différentes races, de différents styles, de différents tempéraments. Et fatalement, je vais les comparer à toi. C'est inévitable. Parce qu'ils sont dans mon inconscient. Même si mon conscient refuse. Non, non, j'oublie mon passé, j'oublie les discothèques, j'oublie la drogue, j'oublie les joints, etc. Dans l'inconscient, ils sont là. Tout ça, c'est là. Et il faut le gérer. Et donc, en fait, cet appel que je donne là, c'est pour dire que plus on est marqué, plus on est blessé, plus il faut être tolérant, plus il faut être patient et moins il faut être exigeant. Parce que on n'arrive pas dans une relation neutre, frais, vierge. C'est comme ça. Et donc, plutôt qu'un appel à la déprime, c'est beaucoup plus un appel à la tolérance et à ne pas trop attendre. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ce premier échec d'une relation idéalisée va se répéter indéfiniment dans les rencontres suivantes, même si peut-être la personne suivante vaut plus la peine. Mais comme elle vous rappelle, en ayant un petit peu des similitudes avec la première personne, elle vous rappelle ce vécu traumatisant, directement vous allez le ranger, et très rapidement. Je veux dire, bon, de nouveau un exemple, parce que sinon on ne se comprend pas. Une minute. De nouveau un exemple pour qu'on se comprenne. Il y a la patience et les compromis qu'on met dans un premier mariage, on les met à moitié dans un deuxième, à moitié dans un troisième, et ainsi de suite. Parce que l'âme s'use. Je veux dire, au début, c'est le grand mariage, les familles, les enfants. On se construit avec l'autre, puisqu'on est jeune. Et donc, évidemment, on veut absolument que ça réussisse. On veut absolument que ça ne soit pas un échec. Alors, on fait tout. Médiateur, patience, compromis, discussion, débat, dispute, séparation, retrouvailles. Et tout ça prend du temps. Donc, en général, on reste marié la première fois longtemps. Mais la deuxième fois, on arrive avec tout ce vécu avec soi. Et quand ça recommence, discussion, malentendu, paradoxe, mensonge, on dit « Ah non, ça va pas recommencer. Hein. Ah non, j'ai déjà tapé 12 ans là-dedans. Je recommence. » Alors on fait un peu des efforts, on patiente un peu, mais pas 12 ans. 6, 5. Et si on divorce à nouveau, et que pour une troisième fois, on se retrouve à nouveau, mensonge, désillusion, tatati, trahison, hein, on dit « Ah non, 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 là on me la fait plus. Là écoute, moi j'arrête tout de suite. Avant qu'on ait des enfants, avant qu'on s'emballe, avant qu'on fasse des trucs, qu'on se construise trop à deux, on va arrêter ici, je sais où on va, je suis déjà passé par là. » Donc vous voyez, c'est comme des escaliers, on descend. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'une fois qu'on est descendu, il faut avoir conscience qu'on se retrouve entre gens blessés, entre gens qui ont du vécu, et donc il ne faut pas croire que ça va être très facile. Parce que il y a déjà tout un passif à gérer.
Et donc, plutôt que déprimer, c'est pas ça le but. Plutôt que déprimer, mon appel, c'est plutôt à attention de pas trop idéaliser, attention de pas trop projeter les anciennes choses sur les nouvelles, et patience, patience, parce que c'est pas facile. Avec n'importe qui, c'est pas facile. Oui, peut-être que le premier vous battait, et vous avez divorcé parce qu'il vous battait. Et peut-être que le deuxième ne vous battra pas, mais peut-être que le deuxième, il aura d'autres défauts qui vont vous déplaire aussi. Par exemple, il est menteur. Il vous bat pas, mais il est menteur. Il cache des choses. Vous voyez des trucs dans ses textos un peu bizarres. Et tout le monde le sait, pour qui est passé par là. La torture psychologique est parfois autant, si pas plus, pénible que la torture physique. Il y a des femmes qui vivent les coups plus ou moins bien. Et il y a des femmes qui vivent les coups psychologiques très mal. Donc, de nouveau, chacun ses défauts. Et il ne faut pas croire que parce qu'on sort d'un monstre, entre guillemets, le prochain qu'on trouve, c'est un ange. Il sera peut-être pas un monstre sur le même sujet, mais il le sera sur d'autres. Et inversement, les hommes vers les femmes. Donc c'est un peu tout ça que je voulais expliquer, mais vous voyez de nouveau, il faut entrer dans les détails, ça demande explication, ça demande modération, ça demande de juger au cas par cas, donc c'est pas facile, on préfère dire les hommes, les femmes, machin. Ou l'amour c'est compliqué, l'amour ça dépend, l'amour c'est variable. Il faut arrêter de croire que tout est simple, voilà. Bon, je crois que tout a été dit. Je m'excuse pour la durée. J'espère que ça a pu compléter ce que j'ai pu écrire qui a été mal compris. Si c'est toujours pas compris, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, voilà. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.